Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Dr. Bui Nguyen, qui est diplômé en médecine familiale de l'Université Laval et fier omnipraticien, qui a toujours eu la conviction qu'il travaillait auprès d'une clientèle vulnérable. Parallèlement à ses journées à la clinique médicale Corum, touchant justement les enjeux de transidentité, il s'implique en toxicomanie à la clinique Accueil Santé de Laval ainsi qu'auprès de la communauté trans du centre de santé Miraki. Il s'intéresse également au traitement du VIH et des hépatites virales. Dr. Bui Nguyen se sent privilégié de pouvoir s'enrichir des défis de la première ligne et d'accompagner sa clientèle majoritairement marginalisée à travers les difficultés de leur parcours unique. En parallèle de ses activités, il s'est muni d'un certificat en santé internationale et il a mis sur pied un stage humanitaire dans un village autochtone au Parama et continue de s'intéresser à la santé mondiale. Aujourd'hui, Dr. Bui Nguyen va nous présenter sur les enjeux de la santé trans. Juste avant que je vous souhaite la parole, si jamais vous avez des questions en cours de présentation, veuillez lever la main ou les écrire dans le chat, je pourrai les relayer. Sinon, il y aura une période de questions à la fin de la présentation. Maintenant, je cède la parole à Dr. Bui Nguyen. Merci de venir nous présenter. Bonjour tout le monde. Merci de me recevoir. Je suis juste d'emblée, je suis une personne qui présente de façon très informelle. J'ai souvent de la misère à colliger toutes les données probantes puis de parler de façon très cartésienne. Fait que je vais surtout vous relater mes expériences personnelles par rapport à ma jeune pratique puis mes intérêts en santé trans. Quand j'ai commencé à Laval en 2016, frais de la résidence, on était peut-être 4 ou 5 médecins de famille qui faisaient un peu des soins hormonaux aux personnes trans. Avec le temps, il y a une communauté qui s'est bâtie, puis un intérêt grandissant avec une demande grandissante aussi par rapport à cette clientèle-là. Fait que j'ai beaucoup appris avec la pratique finalement. Et beaucoup de choses qu'on fait est centré sur les patients comme tels. Fait que c'est des pratiques souvent off-label, mais qui se font sur une base du consentement éclairé puis axé sur les besoins exprimés. Fait que je vais vous présenter sur les enjeux de santé trans. Mes pronoms sont il, lui, elle, et je suis médecin de famille depuis 2016. Présentement à Montréal, j'ai commencé à Laval, sinon je fais aussi, l'introduction était un peu désuète finalement. Je travaille à l'hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts aux soins intensifs. Puis sinon, j'ai d'autres petits projets. Là. Je m'intéresse à toutes sortes de choses, là, dont la musique. Je vais juste voir comment je fais next. Mes conflits d'intérêts, j'ai fait des présentations pour Gilead, Vive et AbbVie sur les thèmes de VIH, hépatite C, toxicomanie et médecine trans. Puis j'ai aussi bénéficié d'un congrès pour le VIH de la part de Gilead, mais ces conflits n'ont aucun impact sur le contenu de cette présentation qui, encore une fois, c'est un sujet qui est très familier pour moi. Fait que je voulais que ce soit agréable et propice à la réflexion collective. Un survol, je veux qu'on comprenne, qu'on parle des enjeux psychosociaux des réalités trans, de l'approche transaffirmative, des particularités de soigner une clientèle qui s'identifie trans et juste porter fruit à la réflexion. Je n'ai pas mis d'exemple de cas ou quoi que ce soit, mais souvent, je discute autour de l'approche qui est validante puis qui est axée sur la personne qui est devant soi pour essayer de familiariser les gens à accueillir cette clientèle-là puis qu'on se mette toute la main à l'œuvre pour répondre à ces besoins qui sont actuellement très présents. Je commence toujours par rappeler la journée du souvenir trans le 20 novembre, de pourquoi cette clientèle-là est considérée comme marginale et souvent désaffiliée des soins de santé courants. Encore en 2021, mondialement, on recense 375 meurtres de personnes trans, dont 57 décès par violence aux États-Unis en 2021, c'était l'année dernière. Actuellement, il y a 13 pays où être trans est illégal par des lois spécifiques à la communauté trans. Puis dans 37 pays, on trouve de facto des lois qui peuvent être discriminantes pour les personnes trans, qui est passible de criminalisation.
pour le simple fait de s'identifier à cette communauté-là. Puis ça, c'est un peu pour moi pourquoi d'emblée, c'est une clientèle que je chéris à rencontrer parce que c'est des réalités qui sont encore très présentes, peut-être moins au Canada, mais dans le monde entier. Fait que c'est important de reconnaître ça. Ça, c'est le nom de toutes les personnes qui ont été qui sont mortes par violence aux États-Unis, qui faisaient partie de cette communauté-là. Puis en fait, c'est quoi être trans? Souvent, on a une image de la personne trans basée sur des biais cognitifs ou des expériences qu'on a peut-être vécues personnellement ou des personnes qu'on a côtoyées ou des patients ou patientes qu'on a rencontrés. Fait qu'on a souvent des stéréotypes de genre qui nous viennent à l'esprit. Et moi-même, quand j'ai commencé, à m'intéresser à cette communauté-là, c'était simplement par intérêt d'apprendre. Fait que à l'externat, j'ai fait un stage de santé trans avec le Centre métropolitain de chirurgie. Puis finalement, ma vision initiale d'une personne trans, c'est tout ce que je connaissais des drag queens du village gay. Fait que c'était pas mal ça, ce que je voyais à la télévision, fait que ce que culturellement j'étais exposé. Puis à force de lire les dossiers des patients, en fait, ce qui m'intéressait de ce stage électif-là, c'était pas tant la chirurgie comme telle, c'est impressionnant, mais ce qui m'intéressait, c'était le vécu des personnes, lire les dossiers médicaux, c'était comme des romans, c'était comme des réalités, des histoires qui me touchaient énormément, puis je me sentais, en anglais, humbled dans le partage de ces expériences-là. Puis c'est un peu ça qui m'a poussé à voir comment est-ce que, en première ligne, on pouvait répondre à ces besoins-là. Puis j'ai fait un stage à la résidence avec des collègues qui faisaient de l'hormonothérapie depuis longtemps, dont Pierre-Paul Tellier à Head and Hands, là, qui a bâti une espèce de clinique communautaire axée sur l'accès à des populations plus marginalisées et une population plus étudiante pour leur offrir des soins où ils étaient dans la communauté. Fait que j'ai mis la photo d'un mannequin trans. Fait que ça, c'est un homme trans qui répond à des standards de beauté, si on veut, pour un peu démystifier notre image personnelle qu'on pourrait se faire d'une personne trans. Fait que c'est pour ça que je porte ça à la réflexion aussi. Souvent, on présente aux externes puis aux résidents le genderbread person pour un peu mettre en valeur toute la complexité de l'identité humaine, finalement. Puis ça sépare un peu dans les différents niveaux de ce qu'on peut voir chez les personnes. Fait que, l'identité de genre qui est un peu la perception de soi par rapport aux normes de genre, comment on s'identifie, comment on se voit finalement. Puis, de façon plus extérieure, on a l'expression de genre, fait comment la personne se projette dans la société, dans sa communauté, pour un peu exprimer par ses comportements, par son habillement, par ses actions, son identité de genre intérieure. On a tout ce qu'on appelle le sexe biologique, fait toutes les caractéristiques primaires ou secondaires qu'on peut associer à des fois par défaut à des genres comme tels, mais le sexe comme tel, ça peut varier des deux pôles, fait que les organes génitaux externes qu'on associe à un genre défini, mais on accepte aussi dans la biologie qu'il y a des conditions intersexes qui ne sont pas nécessairement mis en perspective quand on définit le genre comme étant femme ou homme. Fait qu'il y a un inventaire aussi, même dans la biologie des choses, dans la présentation des caractéristiques sexuelles ou biologiques. Après ça, on a l'attraction ou l'orientation sexuelle qui diffère un peu de l'expression ou de l'identité de genre. Quelqu'un qui, pour simplifier ça, j'ai une collègue endocrinologue qui disait l'orientation sexuelle, c'est avec qui tu veux ramener au lit. Puis l'identité de genre, c'est la personne que tu veux être quand tu vas au lit le soir. Fait que c'est un peu pour simplifier tout ça, mais ça peut être une façon de voir les choses. Fait que c'est ça qu'on présente aux externes, aux résidents pour essayer de comprendre quand les personnes s'identifient puis expriment
leur couleur, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Puis qu'est-ce qu'on entend par trans? C'est vraiment une expression parapluie là, qui englobe tout ce qui est, tous les termes qu'on peut entendre. Fait que homme trans, femme trans, intersexe, bi-spirit en anglais, dans les communautés plus Premières Nations qui acceptent qu'il y a une féminité puis une masculinité dans chaque individu. Fait qu'il y a culturellement une meilleure appréciation de ces concepts-là. Tout ce qui est non-binaire et fluide, genderqueer. Fait que c'est tout un... Moi, j'utilise trans pour désigner un peu tout ce qui est ces catégories-là. Ça inclut donc les personnes transgenres et non-binaires dans ces définitions-là. Qu'est-ce qu'on veut dire par transgenre? Finalement, c'est une identité de genre qui diffère de celle qui a été assignée, puis moi, j'ai mis en parenthèse imposée à la naissance. Je dis imposée ou assignée, c'est parce que nous, en tant que, mettons qu'on est médecin accoucheur, on a un bébé qui sort, ce bébé-là a une vulve ou un pénis, on dit, bon, c'est une fille ou un gars, mais ça, c'est basé sur le fait, sur des caractéristiques biologiques. Ça n'inclut pas la réalité des personnes qui vont naître avec des conditions intersexes qui sont tout aussi valides dans notre diversité de personnes en société. Fait que c'est vraiment juste une incongruence dans la façon que la personne se perçoit avec ce qui lui est attribué à la naissance. Finalement, une personne transgenre va possiblement et non obligatoirement procéder à des interventions d'affirmation de genre, que ce soit une transition qu'on dit sociale, simplement par le changement de son habillement ou de la façon qu'elle se projette dans son expression, ou ça peut aller à des interventions plus médicales et chirurgicales. C'est assumer qu'une personne va avoir une trajectoire linéaire dans sa transition si elle désire transitionner. C'est un peu simpliste puis uniciste. C'est comme mettre tout le monde dans le même panier. Il y a du monde qui vont être épanouis simplement en changeant certains aspects de la façon qu'ils s'expriment dans le genre. Puis ça, c'est tout à fait valable aussi. Pour simplifier les choses qu'on voit souvent en clinique, un homme trans, c'est female to male, fait que quelqu'un qui s'identifie comme un homme. Puis sinon, le contraire est vrai pour une femme trans aussi. Souvent, quand je vois FTM ou MTF, c'est surtout d'un point de vue dossier médical ou clinique, c'est plus facile à comprendre chez des personnes qui ont moins qui naviguent moins ces termes-là. Je pense que c'est juste plus linéaire comme compréhension, mais souvent, ça peut être un peu discriminant dans le sens que ça sous-entend que la personne, c'est une femme qui décide de transitionner vers un homme, mais finalement, la personne, comment elle projette ça, c'est qu'à la base, elle s'identifie comme un homme, puis elle fait cette transition-là pour aligner son identité à ce qu'elle veut exprimer dans la société. C'est comme ça que je le comprends. Quelques autres termes un peu pour comprendre ce qu'on veut entendre. Quand on parle de cisgenre, c'est toute personne dont l'identité de genre s'aligne avec ce qui lui est attribué. La plupart des personnes qui nous entourent sont cisgenres. Quand, par exemple, ma mère qui a été assignée femme à la naissance s'identifie comme une femme, on parle de cisgenre. Puis transgenre, c'est le contraire, tout simplement. Quand on parle de non-binarisme, mais de personnes non-binaires, c'est une identité de genre qui va se définir entre deux pôles, homme-femme, mais qui accepte qu'il y a un éventail d'identité de genre et de variance de genre qui fait que cette personne-là ne va pas s'identifier à deux pôles très précis, très uniques. Elle va avoir une expression, une identité de genre qui va se situer entre ces deux pôles-là, prédéfinis de façon sociétaire. Quand je parle de queer, genderqueer, moi, souvent, j'ai comme une connotation plus activiste politique à l'intérieur de ça parce que queer, en tant que tel, on parle en anglais, ça veut dire hors norme ou étrange, là, utilisé dans le passé pour définir quelque chose de péjoratif parce que ça sortait de la norme sociale. Fait qu'il y a comme une connotation politique à tout ça. Fait que moi, j'ai mis comme définition identité de genre qui se situe à l'extérieur des normes du genre ou des définitions sociétales du genre comme tel. Et quand on parle d'intervention, d'affirmation de genre ou
communément appelées plus transition. On parle tout d'interventions cliniques ou psychosociales qui sont utilisées pour aligner la perception de la personne à son identité de genre. Fait que ce soit de l'hormonothérapie, la thérapie vocale, les chirurgies de réattribution sexuelle comprennent ces interventions d'affirmation de genre. Et juste accepter la personne dans son bureau, d'après moi, puis l'écouter parler, c'est déjà une intervention d'affirmation de genre parce qu'on la valide dans sa réalité à elle. J'ai sorti un peu, je vais passer rapidement parce que je pense que tout le monde est capable de lire le DSM, là, mais j'ai sorti les critères du DSM pour parler de la dysphorie de genre. Ça a évolué des troubles de l'identité sexuelle et tout ça pour un peu sortir de la médicalisation de la transidentité. Puis je vais en parler un peu plus après, là, mais la dysphorie de genre, ce qui est intéressant avec ça, de un, ça donne le diagnostic sur papier, mais fait tout ce qui est, tout ce qui est demande de chirurgie ou référence, des fois, côté médico-administratif, ça requiert un diagnostic, ça requiert des critères, une constellation de critères prédéfinis pour être simplement remboursé par la RAMQ, par exemple. Ce qui diffère, en fait, j'ai mis les deux une à la suite de l'autre. Ça, c'est les critères chez les adultes. On parle de 6 mois de manifestations cliniques avec au moins 2 caractéristiques qui sont surtout basées sur les désirs de la personne ou l'incongruence ressentie par la personne. Ce que je trouve intéressant, c'est le mot dysphorie. Ça axe sur, ça centralise le problème sur la dysphorie ressentie par rapport au genre. Par contre, ça exclut tout ce qui est identité de genre qui ne cause pas de dysphorie nécessairement. Fait que je pense que ça va être intéressant de voir ce que le ICD nous dit. Ici, j'ai juste mis ceux qu'on utilise. Moi, je ne suis pas de clientèle pédiatrique, là. Fait que c'est mes collègues à Sainte-Justine puis à Meraki qui vont faire le suivi des enfants trans. J'ai eu une couple de patientes de 16 ans et plus qui avaient déjà amorcé des suivis parce que j'ai repris cette clientèle-là en tant qu'adulte par la suite. Mais ici, on parle de 6 critères. Puis souvent, c'est des observations. Fait que, ce qui diffère un peu des critères du DSM pour les adultes, c'est que chez les enfants, c'est surtout des observations de comportement ou de préférences ou des stéréotypies qu'on peut observer, puis surtout observer dans le temps puis la consistance des choses. Dans l'ancien ICD-10 qu'on utilise encore dans notre système de facturation qui est rendu désuète, on parle du code F64 pour tout ce qui est trouble de l'identité sexuelle, fait que ce soit sans précision dans l'enfance, transsexualisme, travestisme ou autres troubles de l'identité sexuelle. Vu la tendance généralisée et mondiale de sortir de la médicalisation de la transidentité, cette désignation depuis 2007 a été remplacée par incongruence de genre. En fait, le terme incongruence sous-tend à accepter qu'il y a toutes sortes de présentations aussi dans les transidentités, que ce soit allant de quelqu'un qui s'identifie simplement comme différent dans son expression de genre versus quelqu'un qui a une réelle dysphorie clinique qui a besoin d'être adressé. Fait que depuis 2017, puis depuis que j'ai appris ça au Congrès mondial de la WPATH, j'utilise ça dans mes impressions diagnostiques. J'utilise plus MTF, j'utilise plus FTM. J'enlève tout ce qui est monsieur, madame dans mes dossiers médicaux électroniques. Fait que il y a juste le nom de la personne. Souvent, ce qu'on va voir aussi dans les dossiers électroniques, c'est qu'on va voir le nom légal de la personne, puis entre parenthèses, le nom que cette personne-là préfère utiliser. Puis tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de reconnaissance légale, moi, je garde la parenthèse. Dès qu'il y a des changements dans la documentation légale ou des désignations de genre, je vais le faire officiellement dans les dossiers. Fait que finalement, c'est de se questionner sur tout ça. Puis même dans les questionnaires qu'on fait passer aux patients ou aux patientes, des fois, il y a des questions très désignées pour représenter nos croyances hétéro-normatives et sociales. Fait que c'est d'être plus consciencieux dans tout ça. Puis de faire attention aux pronoms qu'on utilise.
En fait, l'OMS, dans cette conversion-là vers l'incongruence de genre, j'ai juste mis la citation. En fait, ça dit This reflects evidence that trans-related and gender-diverse identities are not conditions of mental ill health, and classifying them as such can cause enormous stigma. Inclusion of gender incongruous in the ICD should ensure transgender people's access to gender-affirming healthcare, as well as adequate health insurance coverage for such services. Recognition in the ICD also acknowledges the links between gender identity, sexual behavior, exposure to violence, and sexually transmitted infections. Fait que finalement, la complexité de la maladie ne réside pas nécessairement dans l'identité de genre comme telle, mais dans la vulnérabilité de cette communauté-là, puis tous les facteurs de risque qu'elles peuvent rencontrer dans la vie, que ce soit les barrières à l'employabilité, que ce soit les difficultés d'obtenir des soins de santé compréhensifs. Fait que je pense que c'est ça qui est intéressant à mettre en évidence dans cette clientèle-là. Puis pourquoi on traite, puis je mets ça entre guillemets, le DSM-5, bon, dysphorie de genre, démédicalise les identités trans, puis se concentre surtout sur la dysphorie comme le problème clinique. Les personnes trans ou de la communauté trans vont tout faire pour soulager cette dysphorie-là. Fait que sans accès à des soins adaptés, les personnes vont avoir accès à des alternatives qui sont souvent dangereuses. Fait que, tu sais, je ramène ça à l'approche de la réduction des méfaits en toxico aussi. Si on veut adresser je donne un exemple, j'ai beaucoup de femmes trans qui vont chercher leurs hormones sur le marché gris ou noir ou de leurs amis. Quand ils se présentent à moi et ils sont déjà hormonés avec de la contraception, par exemple, je vais simplement dire, écoute, je vais te prescrire des hormones, puis je vais faire le suivi, le monitoring. Fait qu'il y a comme un accès à des soins de santé monitorés. Fait que, pour moi, c'est une approche en réduction des méfaits, tout simplement, là, qui est aussi applicable dans tout ce qui est utilisation de substances problématiques et toxicomanie que mon autre pratique parallèle. Finalement, pourquoi c'est important d'adresser ces enjeux de santé, c'est que les personnes de la communauté trans sont à haut risque de dépression, d'anxiété, de suicide et de mésusage de substances. Dernièrement, on parlait de 41% qui ont fait une tentative de suicide, près du quart qui a des enjeux de consommation, puis le tiers qui, lorsque malade, retarde leurs soins de santé par peur de discrimination. Fait que c'est quand même des personnes qu'on échappe à la deuxième, troisième ligne, sinon à la première ligne. C'est des personnes qui sont désaffiliées des corridors de santé usuels. Fait que c'est important d'avoir une ouverture puis une porte d'entrée pour ces personnes-là. J'ai sorti les recensements statistiques de Santé Canada en 2018 pour ce qui est rapporté. Fait qu'on voit quand même qu'il y a une plus grande proportion de personnes transgenres qui décrit leur santé mentale comme étant pauvre ou faible ou négative, fait que jusqu'à 66%. Il y a 44,8% qui a déjà contemplé au suicide. Puis chez les personnes, il y a 61% qui ont un trouble de l'humeur ou anxieux, diagnostiqué, 40% étant un trouble de l'humeur. Fait que toutes les étoiles que vous voyez, c'était des statistiques qui sont significativement qui sont significatifs statistiquement parlant. Je n'ai pas les P, je n'ai rien de tout ça. Fait que, je m'en excuse d'avance. Pour tout ce qui est guide de pratique, là, souvent on va se fier au WPATH, qui est un peu l'organisme mondial en santé trans, qui définit un peu l'approche, que ce soit en termes de chirurgie, de besoins psychosociaux. C'est aussi ça que la RAMQ va utiliser. Les critères de la WPATH, c'est celle que la RAMQ utilise pour financer les chirurgies génitales chez les hommes, les femmes trans, puis les chirurgies du torse chez les hommes trans. Il y a une 8e révision qui est en cours de rédaction qui devrait être publiée sous peu, mais c'est la référence qu'on utilise. Sinon, moi, en termes d'hormonothérapie, j'utilise toutes sortes de protocoles, mais surtout le Sherborne Protocol qui a été rédigé en Ontario, là, qui est très, très digeste. Leur site Internet c'est quasiment virtuellement interactif, puis dépendamment des besoins, on clique, puis on trouve toutes sortes d'informations hyper vulgarisées, puis super intéressantes. On a aussi des guides de pratique au BC. Le UCSF à San Francisco
a beaucoup d'informations par rapport à toutes sortes d'enjeux de santé trans, que ce soit le suivi en ostéoporose ou post-vaginoplastie, par exemple. Sinon, le Endocrine Society des États-Unis a aussi publié des guides de pratique en termes d'hormonothérapie. Je parle un peu de tout ça, puis je parle de trauma, d'intersectionnalité, puis de résilience chez at large, la communauté LGBT. On a plusieurs niveaux de trauma chez cette clientèle-là, que ce soit institutionnel, fait que souvent ils font face à des politiques ou à de la législation anti-LGBTQ, des macroagressions, de la violence policière. Fait que ça, c'est d'un point de vue institutionnel. Sinon, d'un point de vue interpersonnel, souvent, il y a du bullying, ils sont plus victimes d'intimidation, de crimes de haine, de microagressions, fait que tout ce qui est mégenrage, tout ce qui est tout ce qui est des propos un peu haineux, mais fait de façon peut-être inconsciente par le fait de nos biais cognitifs. Fait que c'est important de reconnaître ça aussi qui a un impact. Puis aussi intrapersonnel, on parle de tout ce qui est transphobie intériorisée, puis d'haine. Puis souvent, ces personnes-là vont développer des symptômes qui s'apparentent à celui d'un stress post-traumatique plus complexe, avec une dysrégulation thymique qui peut ressembler, qui peut soulever des enjeux de personnalité aussi chez cette clientèle-là, mais qui a un fonctionnement plus d'un point de vue qui a été plus nourri par des stresseurs au quotidien ou par la crainte de représailles ou de conséquences graves. C'est important d'avoir des soins qui sont informés en termes de traumatisme. Puis quand je parle de trauma, on pense souvent au stress post-traumatique comme le vétéran de guerre qui a subi le décès de ses confrères ou qui a vécu des grandes situations de menaces de vie. Mais quand on regarde les études sur le stress post-traumatique qui datent des années 20 finalement, qui feraient sortie des années de guerre, bien, on se voit que c'est surtout une population masculine, blanche qui a été étudiée, puis qu'on oublie qu'on n'a pas tenu compte de tout ce qui est microagression, traumatisme au quotidien qui sont non dangereux pour la vie, mais qui a quand même un impact sur la structure du cerveau à long terme. Fait que c'est des réalités qui devraient être éventuellement plus poussées, là. Mais je pense que notre compréhension du trauma est peut-être désuète. Je pense que ça s'applique chez une clientèle très spécifique actuellement, mais qu'il y a une constellation des présentations de TSPT complexes qui ne sont pas mises en évidence nécessairement. Puis je pense que c'est des sujets à débat, puis que ça va être évalué au fur et à mesure qu'il y a des données en psycho puis en psychiatrie qui sortent, puis des façons de faire qui sont plus adaptées au goût du jour, si on veut. Bon, j'ai mis un peu quelque chose de plus propice à la communauté trans en termes de résilience, des facteurs qui vont soutenir la capacité de quelqu'un à se défendre face à ces traumas-là. Fait que, le réseau de soutien, tout ce qui est les structures socio-économiques, fait que l'accès à l'éducation avancée ou à de l'employabilité, encore une fois, les habitudes de vie. Puis, tu sais, le self-awareness, je pense que c'est important parce que souvent, ces personnes-là sont poussées à devoir militer pour leur identité, à développer des mécanismes de défense positifs. Puis, en tant que clinicien, on joue un rôle important pour accueillir ces personnes-là dans un environnement sans stigma puis sans biais, puis faciliter l'accès à des thérapies affirmatives, puis que ce soit hormonales ou simplement des approches thérapeutiques qui sont validantes pour la réalité de ces personnes-là, sachant que, encore une fois, c'est une clientèle qui est plus à risque de toutes sortes d'enjeux de santé mentale négative lorsqu'ils sont confrontés à de l'adversité, que ce soit au quotidien ou par nous-mêmes sans le vouloir. Là. Des fois,
J'en ai entendu, j'ai des exemples mais que je vais garder pour moi, mais de patients qui viennent et qui disent, écoute, j'ai rencontré un gynécologue, un gars trans, puis c'était un peu n'importe quoi. Il m'a fait mon examen gynécologique comme si j'étais un animal finalement. Fait que, je pense que c'est une question d'approche. Puis c'est pas avec les statistiques ou les données probantes que je peux vous encourager à être juste sensible à cette clientèle-là. Mon rôle en première ligne, je pense que je parle beaucoup pour moi, mais j'approche toujours les choses d'un point de vue de consentement éclairé. Pas ça déresponsabilise, mais ça décharge un peu ma crainte par rapport à la prescription d'interventions peut-être délétères comme l'hormonothérapie. Fait que, je vais avoir une grosse discussion par rapport à la fertilité, par rapport à tout ce qui est enjeu oncologique ou thromboembolique ou cardiovasculaire quand je prescris des hormones. Je vais avoir surtout une grosse discussion autour des attentes et des limitations de mes interventions parce que les personnes les personnes trans qui mettent beaucoup d'espoir sur les interventions, je vais leur dire, écoute, voici un reality check parce que je ne pense pas que tout le monde réagit de la même façon. Puis il y a beaucoup de facteurs limitants comme la génétique de la personne, les habitudes de vie, puis aussi les attentes qui sont souvent surinvesties ou disproportionnées. Je pense que c'est important d'avoir cette discussion-là en continu pour réévaluer puis réajuster à chaque point des suivis. Ça aide la personne à cheminer là-dedans. Puis c'est un peu un travail thérapeutique d'acceptation de soi aussi là, dans tout ça. J'ai procédé à une anamnèse sensible, explorer les besoins. Puis je demande souvent, c'est quoi les objectifs de transition? Fait que, est-ce que je pense que c'est un peu simpliste de dire, est-ce que tu veux des hormones, des chirurgies? OK. Parce que pas tout le monde va avoir besoin de ces interventions-là pour s'épanouir dans leur transidentité. Je procède à un examen physique. C'est sensible encore une fois. Il y a un examen mental s'il y a des signes de détresse. Je pense que c'est important de dire, si pour faire un examen gynécologique chez un gars trans qui a de la difficulté avec les examens gynécologiques ou avec tout l'appareillage sous la ceinture, bien, je vais différer l'examen. Le pap test, ça peut attendre 3 mois, ça peut attendre 6 mois. Je vais préparer le terrain. Je vais souvent dire à mes gars trans, j'ai besoin de faire un pap test, mais je vais te le faire la prochaine fois. Comme ça, ils se mènent à ça. Puis je leur laisse toujours le droit de refuser tant qu'ils comprennent un peu les enjeux de ce refus-là, encore une fois, selon les critères de la Nouvelle-Écosse. Puis je parlais de réduction des méfaits plus tôt, mais je rencontre la personne où elle est dans son cheminement. Si elle prend toutes sortes d'hormones au noir, par exemple, j'avais des femmes trans, des demandeuses d'asile qui étaient un peu exilées de leur pays parce qu'ils viennent d'un pays où c'est criminalisé, puis prennent de la contraception depuis 8 ans, sachant que la contraception a un estrogène qui est synthétique et plus thrombogène. Je vais reprendre la prescription avec des molécules qui sont plus adaptées, puis surveillées, puis avec peut-être un profil de risque moindre, tout en rediscutant de tout ça avec eux. J'établis des attentes réalistes, je parle des risques. Puis ici, j'écris, je prescris, je surveille, je facilite, puis j'aide à naviguer notre très efficace système de la santé. J'écris prescrit parce que je pense que mon rôle aussi, c'est de prescrire. Là. Je pense que des fois, toujours dire, je ne veux pas être ce qu'on appelle un gatekeeper. Là. Je pense que c'est la personne, souvent viennent très informés, puis ils savent où est-ce qu'ils veulent en venir. Puis moi, je les soutiens dans ces démarches-là. Puis si jamais j'ai un inconfort ou des enjeux, des contre-indications, je vais solliciter ou je vais prioriser des références avec des collègues ou des experts en la matière. Souvent, la présentation initiale de ces personnes-là, on va pouvoir, c'est des personnes qui sont très informées, qui ont fait de la recherche sur la thérapie, qui sont souvent très unies dans leur communauté, fait qu'ils entendent parler beaucoup de ce qui est possible, de qui a une approche qui est sensible à leurs besoins. Fait que, ils vont s'entraider beaucoup là-dedans, de par le fait qu'il y a une méfiance initiale du système de la santé. Puis, je lisais quelque chose d'intéressant, c'est que dans le monde du VIH,
les personnes qui ont le moins bon contrôle de leur VIH malgré la thérapeutique actuelle, c'est les femmes trans de couleur aux États-Unis. Fait que toutes les personnes racisées, que ce soit de la communauté hispanophone ou de la communauté noire, ont des moins bons contrôles de leur VIH parce qu'ils retardent leurs soins de santé, ils ne consultent pas, ils ont une méfiance, fait qu'ils ne vont pas voir leur médecin. Puis, parmi probablement d'autres facteurs plus complexes, mais j'ai trouvé ça comme confrontant comme statistique, puis ça reflète un peu cette méfiance-là que cette communauté-là peut avoir auprès de nous d'emblée, là, même si elles ne nous connaissent pas comme personne ou comme c'est souvent par le fait d'accumuler beaucoup d'années de discrimination et d'intimidation que c'est des personnes qui développent des outils de protection là, pour éviter ce genre de discrimination. Bon, fait que, je parlais d'attente non uniforme puis différentes d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont vouloir des hormones maximales, une transition maximale, tout le kit. Il y en a qui vont microdoser sur les hormones pour un peu avoir une espèce d'apaisement dans leurs symptômes ou leur dysphorie. Il y a des femmes trans qui veulent maintenir des érections. Puis ça, je parle de ça parce que souvent, la pression d'hormones chez les femmes trans va créer, on prescrit des anti-androgènes pour bloquer la testostérone. Puis ça va créer une baisse de la fonction sexuelle. Mais il y a des femmes trans en couple qui ont une vie sexuelle épanouie, puis qui vont avoir un désir de maintenir des érections. Il y a des femmes trans qui vont faire du travail du sexe. Puis que malheureusement, c'est la seule façon de subvenir à leurs besoins financiers. Fait que je pense que je dois respecter ça dans leurs besoins d'employabilité parce qu'ils ont à la base moins d'opportunités que nous. Et puis, je parle d'intervention chirurgicale, ça peut être aucune, comme ça peut être toutes les interventions chirurgicales. Ça dépend vraiment de comment, où est-ce qu'il se situe, puis on voit un inventaire de choses, là. Les présentations initiales, bon, encore une fois, moi, ce que j'aime pour établir un bon lien initial, c'est de demander les pronoms de la personne. Puis ça se demande, je pense que c'est quoi tes pronoms, quels pronoms utilises-tu? Fait que, ça peut être il, elle, ça peut être yel, ça peut être they, them en anglais pour les personnes qui sont non-binaires. Les prénoms ou les noms utilisés. Puis je le note au dossier, j'essaie d'éviter. Si je ne le sais pas, c'est vraiment drôle, mais initialement, je disais le nom de famille. Puis je ne disais pas monsieur, madame, je disais Tremblay. Puis ça avait l'air un peu boboche, mais je trouvais que ça passait mieux qu'utiliser le mauvais genre puis le mauvais pronom. Quand je parle du sexe biologique, je parle des organes génitaux. Si je dois faire un examen gynécologique ou génital, je vais parler je vais utiliser des trucs neutres. Je vais parler du non légal. Fait que la personne qui va avoir encore pas eu la chance de faire sa documentation légale, mais qui va avoir encore son nom de naissance. Je vais parler de son nom légal à elle. Pour justement tout ce qui est prise de sang, il faut que je mette le nom légal puis il faut que je justifie. Là. Fait que ça démontre un intérêt aux démarches qui sont en cours, où est-ce qu'ils se situent dans ce processus-là. Je différencie le genre de l'orientation sexuelle. J'ai des femmes trans lesbiennes, puis j'ai des femmes trans hétérosexuelles, j'ai des femmes trans qui sont en couple avec des enfants. Fait que c'est vraiment, je vois vraiment toutes sortes de couleurs dans l'orientation sexuelle comme dans le genre. Fait que je pense que c'est important de distinguer ces deux entités-là. Puis j'utilise des questions vraiment ouvertes. Où est-ce que tu en es dans ta transition? C'est quoi tes objectifs de transition? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est ce que j'utilise beaucoup ces temps-ci. Pour connaître, à la place de dire est-ce que tu as fait de la vaginoplastie d'emblée, je trouve que ça peut être agressif un peu. Fait que, ça m'aide à me situer où est-ce qu'ils sont, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire qu'est-ce que je peux les assister dans leur transition. Puis sinon, je me familiarise avec le concept du genre non-binaire et fluide parce que c'est aussi des personnes qui vont se présenter à vous. Puis d'assumer que c'est des personnes trans-hommes ou trans-femmes, c'est aussi du mégenrage pour ces personnes-là. Fait que ça peut être plus facile d'approche avec eux si on reconnaît leur identité de genre non-binaire ou fluide. Quand je parle de transition médicale, il y a des phases, je parle des phases réversibles
partiellement réversible puis irréversible. Fait que réversible, c'est tout ce qui est tenue vestimentaire, transition sociale. Fait que, j'encourage à explorer tout ça, souvent avec des sexologues qui sont très axés dans cette clientèle-là aussi, qui vont aider la personne à cheminer dans ces questionnements. Puis d'ailleurs, parmi les critères de la WPATH pour accéder à la chirurgie génitale, il y a l'expérience dans la vraie vie. Fait que la personne doit s'afficher ou s'exprimer dans son identité de genre congruente à ce qu'elle s'identifie pour au moins 1 an. Fait que c'est une période d'1 an d'exploration de ça. Dépendamment de ton identité de genre sous-jacente. Partiellement réversible, on parle d'hormonothérapie qui peut induire des changements qui peuvent être permanentes, comme il y en a qui vont régresser aussi si on arrête l'hormonothérapie. Sinon, irréversible, c'est effectivement les chirurgies d'affirmation de genre, que ce soit génitale ou de torse, mais ça comprend aussi tout ce qui est chondro-laryngoplastie pour la féminisation vocale, la féminisation du visage. Il y a beaucoup, beaucoup d'interventions qui existent, puis c'est la réalité de la chose. Fait que, j'ai mis en bleu la RAMQ rembourse actuellement la chirurgie du torse chez les hommes trans et les chirurgies génitales chez les hommes trans et les femmes trans, selon les prérequis actuels du WPATH. La question se pose pour la chirurgie du torse chez les femmes trans, mais ça, c'est un débat en cours et beaucoup de frustration que j'entends encore. Mais je n'ai pas de contrôle là-dessus. Puis j'ai mis le site du GRS Montréal parce que pendant longtemps, c'était eux qui avaient le monopole des chirurgies de réattribution sexuelle. Puis ils sont à Montréal, proche de la NSIC, quartier-ville. Puis c'était Dr. Maude Bélanger, puis je ne me rappelle plus, Jean-Hugues Brossard, qui faisait ces interventions-là. Je pense qu'à Toronto, il y a une expertise qui se développe aussi, mais beaucoup, pendant longtemps, c'est là qu'ils faisaient toutes les chirurgies pas de la planète, mais du pays. Fait qu'il y avait beaucoup de demandes à ce niveau-là. Fait que c'est intéressant de connaître que c'est à Montréal qu'on a ces services-là. L'anamnèse, bon, dans les points clés que j'ai soulevés, est-ce qu'il y a eu un déclencheur dans la dysphorie qu'on perçoit, mettons? Est-ce que ça a augmenté durant la puberté? Est-ce que les changements pubertaires ont induit une détresse? Est-ce qu'il y a de la dysphorie sous-jacente? Est-ce qu'il y a des enjeux de santé mentale? Est-ce qu'il y a de l'hospice en santé mentale? Est-ce qu'il y a eu des traitements de santé mentale dans le passé pour un peu, ça nous donne un peu l'étendue de l'intensité des symptômes psychologiques là, chez ces personnes-là. C'est quoi le réseau de soutien qui est présent, puis tout ce qui est comorbidité et risque psychiatrique, encore une fois, l'usage de substances chez ces personnes-là, les comportements sexuels à risque qui peuvent être plus prévalents. C'est tous des facteurs représentatifs qui peuvent être pertinents à poser pour voir quel outil qu'on peut établir pour amenuiser tout ça. Pour l'examen physique, j'utilise un langage neutre. Bon, j'ai des collègues qui sont très, très unicistes. Là. Ils vont même utiliser des articles neutres, fait que le pénis, les organes, pour éviter la possessivité de tes organes, tes parties féminines. Ça peut induire ça peut être inconfortable d'utiliser ce mot-là. Moi, je dis pénis ou vulve, c'est pas, il n'y a pas de genre à un organe, mais ça se peut qu'il y ait certaines personnes qui vont. Fait que, je peux partir le débat là-dessus aussi, mais certaines personnes vont être inconfortables avec la possibilité des articles. Je diffère l'examen physique si ça augmente la dysphorie, comme les pap tests. Je regarde s'il y a des plaies d'automutilation, d'autres signes de détresse émotive. On oublie aussi chez les femmes trans, mais chez les hommes trans aussi, on oublie qu'il peut y avoir des signes de troubles de conduite alimentaire dans tout ce qui est normes de beauté puis d'inconfort corporel. Il peut y avoir des signes de carence nutritive ou de malnutrition. Fait que ça peut être important à dépister aussi. J'avais des patientes avec des anémies inexpliquées, fériprives. Finalement, ça se concrétisait avec le suivi. Mais puis quand on questionnait un peu l'alimentation, c'était « Ah, j'ai mangé une sandwich avec une laitue dedans. » Fait que, je pense que c'est important de reconnaître que c'est une réalité chez cette
clientèle-là aussi. Le niveau d'hygiène, ça peut démontrer à quel point la personne est fonctionnelle ou pas, la pilosité, le rasage. L'utilisation d'accessoires, puis ça, j'ai une photo après, là, mais pour le binding ou le tucking. Binding, c'est pour le torse. Les hommes trans vont avoir tendance à utiliser des accessoires pour rendre le torse plat, pour cacher les seins, ou le tucking chez les femmes trans pour rentrer les organes génitaux pour ne pas avoir de proéminence génitale. Ça donne une idée de l'intensité de la dysphorie, mais c'est aussi, ça peut causer des problèmes de santé comme des dermatophytoses locales ou des infections. Fait que c'est important de comprendre que c'est quelque chose qui peut être présent chez cette clientèle-là, qui peut causer des enjeux de santé aussi. J'ai mis une photo, j'ai mis un peu à gauche, on voit un exemple de binding, puis à droite, on voit c'est quoi le tucking. Fait que c'est important de questionner ça pour voir si la personne a des symptômes physiques aussi à adresser là, de ce côté-là. Le consentement éclairé, bon, d'abord et avant tout, chez les jeunes, puis chez les personnes qui amorcent surtout une hormonothérapie féminisante, parce que l'hormonothérapie masculinisante, elle a moins d'enjeux, mais l'enjeu de fertilité est important pour voir est-ce qu'on peut référer à une clinique de fertilité pour du counseling ou même pour de la cryopréservation de gamètes. Depuis l'année dernière, si je ne me trompe pas, chez les personnes trans, les interventions de préservation ovarienne ou de sperme sont remboursées par la RAMQ jusqu'à un certain niveau, là, mais c'est des milliers de dollars d'économiser. Avant, c'était inaccessible, fait que plusieurs personnes décidaient de faire contre, mais maintenant, c'est abordable. Puis c'est surtout chez les jeunes, c'est important d'avoir cette discussion-là pour voir si ce n'est pas une option qu'on voudrait entamer. C'est sûr que questionner la fertilité chez quelqu'un de 14 ans, c'est un peu difficile de projeter dans le futur si c'est un désir d'avoir des enfants, mais ça peut toujours être pertinent dans la discussion puis dans la documentation des choses. Il y a toujours des options futures, mais des fois, il y a des répercussions de l'hormonothérapie qui sont non négligeables non plus, là. Surtout avec le blocage de la testostérone chez les femmes trans, par exemple, ça peut induire éventuellement une atrophie testiculaire puis une nasospermie, puis de façon imprévisible. Versus la testo, si on l'arrête chez les hommes trans, il y a une reprise des menstruations, puis on a un retour à la base de la fertilité initiale. Fait que c'est peut-être moins inquiétant. J'éduque, puis je réajuste les attentes autour des interventions d'affirmation de genre. Puis je documente, il y a des consentements éclairés standardisés. On peut les trouver sur le site de UCSF. Le BC Endocrine Guideline de Colombie-Britannique a aussi une feuille où qui vont point par point tous les effets secondaires de la hormonothérapie, la chronologie des changements, puis ce qu'on peut s'attendre. Où je travaillais à Meraki, on avait aussi des documents français-anglais par rapport à des checkpoints à faire. Fait qu'on d'y aller un par un. Si ça vous intéresse, je peux vous en envoyer, mais c'est dans votre pratique, je ne sais pas à quel point c'est pertinent, mais ça peut être quelque chose à comprendre si jamais ces personnes-là vous posent des questions. Quand je parle d'hormonothérapie, je vais y aller plus en survol ici, là, mais on parle chez les jeunes de bloqueurs pubertaires. Chez les femmes trans ou les personnes qui désirent une féminisation, on parle de bloqueurs androgéniques avec des hormones croisées féminisantes, fait que les estrogènes. Puis chez les hommes trans ou les personnes désirant une masculinisation, on parle de testostérone, que ce soit par diverses façons de l'administrer. Je veux parler un peu de bloqueurs de la puberté parce que c'est quand même important. Puis je pense que ça fait peur. C'est quand même quelque chose que le monde, mon Dieu, je bloque la puberté de quelqu'un, c'est énorme. Puis il y a des gros débats autour de ça, même dans les conférences de la WPATH. Il y a comme il y a eu un gros débat la dernière fois, je suis allé contre le fait qu'on bloquait la puberté, puis ça faisait en sorte que les personnes ne développaient pas assez de tissu scrotal pour faire les chirurgies plus tard. Fait qu'est-ce qu'on devrait retarder le blocage de la puberté, puis l'autre côté, plus psychosocial, puis les psychiatres étaient comme, on va laisser les personnes dans leur détresse puis leur dysphorie plus longtemps juste pour avoir du tissu scrotal. Fait que moi, ce que j'aime beaucoup de ces conférences-là, c'est qu'il y a beaucoup de débats, puis beaucoup de conversations, puis beaucoup de
de conscientisation par rapport à ces enjeux-là. Puis on voit les couleurs de chaque partie, puis je pense que c'est ça qui est riche dans les conférences, c'est qu'on n'a pas toutes les réponses, puis on a des points de vue selon nos expériences, puis je pense que c'est important d'avoir cette discussion ouverte-là autour des possibilités d'intervention. Les bloqueurs de la puberté, en fait, c'est les agonistes de la GNRH là, qui bloquent la LH, la FSH, fait que l'espèce d'axe endocrinien qui stimule les hormones sexuelles lors de la puberté, qui se fait par signal progressif lors du déclenchement de la puberté. Puis ensuite, quand la puberté est complète, on a une usine hautement fonctionnelle. Au Canada, on a le Lupron qui est injecté une fois par mois. Qui va être utilisé à cet escient-là. Puis c'est surtout une mise en attente de la puberté plutôt qu'un blocage puis un arrêt complet. C'est réversible. Souvent, on va acheter du temps pour établir les critères clairs du diagnostic et procéder à un consentement éclairé sur le long cours puis face à l'utilisation éventuelle d'hormones exogènes croisées. Puis, généralement, dans la plupart des pays, on fait ça à partir de l'âge de 16 ans. Fait que ça achète du temps. C'est sûr que ça met un halt sur la croissance, mais c'est important de supplémenter vitamine D, calcium, surveiller la croissance, la santé osseuse. Puis généralement, il n'y a pas de consensus par rapport au timing idéal. Je pense que c'est de peser la détresse ou la dysphorie versus le stade pubertaire présent. Fait que souvent, on va débuter à un stade de Tanner 2 minimal. Puis il y en a qui vont l'utiliser à des fins de suppression menstruelle. Aussi, vu que souvent, c'est un événement qui peut être très difficile chez les hommes trans qui ne veulent pas menstruer parce que c'est vraiment un symbolique que leur puberté, puis il y a des changements, des caractéristiques secondaires qui vont se développer. Fait qu'il y a comme une espèce d'urgence perçue là, par rapport à ça. Le plus qu'on retarde, il faut aussi souligner que le plus qu'on retarde le blocage de la puberté, le plus qu'on induit, qu'on avance dans la puberté indésirée, puis qu'on induit des changements physiologiques qui sont partiellement irréversibles, qui vont peut-être recourir à des interventions d'affirmation de genre plus invasives dans le futur. Par exemple, chez les femmes trans qui ne veulent pas avoir de pomme d'Adam, si on laisse la puberté le blocage de la puberté à plus tard. Si on diffère à trop tard, ça se peut que ça se développe beaucoup, puis là, qu'ils ont recours à une chondrolaryngoplastie qui peut-être n'était pas nécessairement requise si on avait bloqué plus tôt. Fait que c'est vraiment une question de timing puis de discussion avec les patients. Puis encore une fois, cette pratique-là, c'est vraiment une pratique centrée sur la personne devant soi, là, puis c'est des discussions, puis c'est des grandes, puis c'est de regarder c'est de regarder c'est où dans tout ça qui est le moment opportun pour amorcer tout ça avec ce que la personne nous exprime. C'est sûr que je ne vais pas le faire dans un seul rendez-vous en 15 minutes, là. Mais c'est important d'ouvrir cette conversation-là. Il y a quand même une étude qui est apparue dans le JAMA en février de cette année qui montre qu'il y avait des meilleurs outcomes de santé mentale chez les personnes trans et non-binaires qui recevaient, chez les jeunes trans et non-binaires qui recevaient des soins transaffirmatifs tôt. On parle de blocage de la pubertaire puis d'hormones croisées. En fait, l'accès à des hormones améliore les outcomes psychologiques chez cette clientèle-là. Moi, quand je parle de consentement éclairé, oui, je parle de risque thrombogène, je parle de risque cardiovasculaire, je parle de cancer du sein, mais je parle aussi du risque de ne pas traiter, c'est-à-dire de suicide, d'abus de substances et de santé mentale précaire. Je pense que c'est tout à fait valide de faire ça aussi. Puis ça, c'est mon point de vue, puis il y en a d'autres qui vont différer de cela, mais c'est ma pratique. Ici, j'ai mis un tableau, mais je pense que c'est peut-être, ça, c'est le tableau de Sherborne par rapport à ce qu'on prescrit. Dans les anti-androgènes, moi, je vais d'emblée avec la spironolactone, vu son profil d'innocuité plus favorable. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui apprécient la puissance du cyprotérone ou de l'androcure, qui est un médicament qu'on utilise en traitement de cancer de la prostate. À des faibles doses, ça a un effet de blocage très impuissant. Par contre, ça peut induire une hépatotoxicité à des hautes doses. Il y avait des données sur l'utilisation prolongée qui avait un lien avec certaines tumeurs cérébrales.
des fois, de la pratique aussi, là, c'est que des fois, on va faire un blocage de la testostérone, mais de façon circonscrite dans le temps pendant 2, 3 ans, puis on va transitionner par des hormones comme la progestérone par la suite. Ça, c'est des pratiques courantes qui ne sont pas dans les guides de pratique quand même, mais qu'on veut limiter le blocage prolongé de la testostérone, vu aussi les effets sur la santé osseuse. Sinon, ça, c'est les types d'estrogènes qu'on a. Je vous dirais que ce que je vois beaucoup avec la pression d'estrogène, puis qui est plus pertinent, c'est l'utilisation des injectables, l'estradiol valérat. Je vois beaucoup plus de symptômes un peu qui s'apparentent aux montées puis à la descente des niveaux d'estrogène dans la semaine parce que c'est injecté Q1 ou 2 semaines. Puis on voit vraiment des montagnes russes en termes de bouffée de chaleur, dysrégulation affective pendant ces montées-là. Fait que ça peut avoir un impact sur l'humeur. Il y a du monde qui le tolère bien, mais il y a du monde qui trouve ça difficile aussi. Puis c'est pas pour tout le monde. Pour ce qui est hormones masculinisantes, plus couramment, on utilise des injections de testostérone. Il y a peut-être beaucoup, peut-être beaucoup plus d'agressivité ou d'irritabilité en début de traitement qui peuvent se placer avec le temps. Mais si c'est une personne qui a un diagnostic de maladie bipolaire ou un trouble anxieux, ça peut être important de surveiller les symptômes d'une décompensation, puis peut-être de traiter au moins durant cette phase-là. Puis il y a d'autres façons aussi de l'administrer, soit par patch ou par gel. On finit par être quand même créatif. Là. Il y a plusieurs aussi pratiques qui sont très axées à la pratique d'un médecin aux États-Unis, qu'ils viennent nous amener ça au bureau, puis qu'il n'y a pas tant de données qui va soutenir ça. Fait que, on va y aller encore une fois selon le risque, le profil de sécurité, puis un suivi clinique. C'est pas mal ça que j'avais à dire aujourd'hui. C'est comme un survol de beaucoup de choses, de beaucoup de réflexions qui continuent. Mais je pense que, comme je disais, en début de pratique, on était 5. Maintenant, on est une soixantaine sur un. Je parlais à la François tantôt du groupe Facebook de médecins transaffirmatifs du Québec. Puis j'étais surpris de voir qu'il y en a un peu partout dans toute la province. Puis il y a des services. Fait que je pense qu'on a on peut tous se conscientiser à tout ça, puis d'avoir une approche validante pour cette clientèle-là qui peut nous en apprendre drôlement sur notre personne, puis sur nos propres biais. Puis c'est ça. Fait que voilà. Merci beaucoup, je dirais, pour la présentation, mais également, je pense, pour les soins à faire aux usagers, puis probablement tout le travail. Vous avez un peu glissé un mot au travers de ça, d'advocacy ou un peu d'intervention politique que ça nécessite. L'accès aux soins en ce moment à Montréal, il y a votre clinique qui existe. Comment ça fonctionne? Je suis curieux. Il y a beaucoup il y a des listes d'attente un peu partout, là. Miraki, à Corum, on est comme surchargé vu les réalités de la médecine familiale présentement. 1851, ils ne prennent plus personne. Je sais que pas Quartier Latin, mais la clinique L'Agora, il y avait encore une liste d'attente qui bougeait. L'Aztec, c'est un organisme communautaire qui va cumuler un peu les ressources ou il va dire, il y a beaucoup il regarde où est-ce qu'il y a des disponibilités puis ils vont orienter vers là. Souvent, les personnes vont s'informer en communauté puis sur des groupes, des forums, puis ils vont s'orienter vers une clinique. Moi, ma vision de la chose, comme en toxicomanie, ce ne serait pas juste une communauté de pratique de médecins qui prescrivent de la méthadone ou de la Suboxone, mais ce serait tous les médecins de famille qui puissent accéder parce que ça fait partie d'un besoin communautaire de première ligne, finalement, parce que ça représente la population actuelle. Fait que je pense que moi, c'est mon idéal utopique que ça puisse être quelque chose d'adressé, puis qu'on utilise nos experts spécialistes pour les gros cas d'expertise psychiatrisée ou hormonale qu'on n'arrive pas à adresser ou stabiliser. Mais c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que ça reflète effectivement l'état du système en général. Merci pour tous les efforts, je dirais, que vous faites. Merci. Je pense que c'est un reflet du fait qu'on n'est pas habitué. Si on regarde, je pense qu'au BC, ils ont comme mis une obligation dans tout ce qui est cours pénal et légal de mettre les pronoms en parenthèse après. J'ai fait ça un peu
symboliquement dans la première slide de la présentation pour un peu souligner cette pratique-là. Il y a beaucoup de places dans le monde où quand ils signent leur email, ils vont mettre leur pronom après. Puis je pense que c'est une question juste de normaliser la chose, que tu aies des pronoms il, elle qui sont congruents ou congruentes à toi. Il y a des personnes qui vivent cette réalité-là. Puis je pense que c'est juste une question d'ouvrir la conversation puis de maintenir le cap. Puis éventuellement, ça va être des choses qui vont être normales. Pour l'instant, c'est sûr, ça déstabilise. Puis juste, ma collègue, Dr. Tom Ray, elle a parti un stage de 1 semaine chez les externes en médecine sociale et engagée. Puis il voit beaucoup de mes clients, mes clientes, mes patients, mes patientes dans le bureau. Puis ils sont exposés à ça, un peu cette approche, un peu. Puis même moi, au début, je vous dirais, je trouvais ça peu naturel de demander les pronoms. Tu sais, j'ai jamais fait ça. Puis à force de le faire, je trouve que surtout dans cette clientèle-là, ça les met en confiance, ça les rassure qu'on est conscientisé par rapport à ça. Chez les clients, peut-être les candidats en médecine qui sont moins habitués, c'est juste dans les dernières 3-4 ans qu'il y a ce stage-là. Je pense qu'à force d'être exposé aussi puis d'avoir ces cours-là à l'université qu'on n'avait pas, moi, pendant ma formation, je pense que ça va être quelque chose qui va se normaliser avec le temps puis avec la persistance dans nos pratiques, là. C'est ça, je pense que c'est une question de mœurs, là. Autant que, je ne sais pas si vous connaissez, en VIH, il y avait la PrEP, là, j'avais présenté sur la PrEP durant ma résidence, puis la moitié des patrons et des patronnes, puis ça, c'est simplement par le fait qu'il n'y a pas d'exposition, mais ils ont accueilli ça un peu comme la contraception dans les années que c'était nouveau, là. Puis ils disaient, ben ces personnes-là vont plus utiliser le condom pour avoir des relations sexuelles, ils vont avoir des comportements à risque. Mais moi, on tourne la conversation, puis a posteriori, j'aurais dit, ben, on prescrit ça parce que c'est des patients et des patientes qui sont déjà à risque, puis on leur offre un outil pour se protéger, puis pour se responsabiliser par rapport à ça. Fait que des fois, c'est juste une question de changer les conversations puis les mœurs, puis si on y croit réellement, puis si on veut valider cette clientèle-là, c'est important de persister là-dedans, puis c'est ma pratique à moi, là. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, merci beaucoup à nouveau. Merci à tous, je dirais, pour votre présence en grand nombre à cette présentation. Puis je vous souhaite un bon mardi. Bon mardi à vous, bonne semaine. Bon mardi.